Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie est un cirque permanent. Bien avant les polémiques actuelles, vous avez renoncé aux animaux, ce que vous compensez largement en travaillant comme une bête. Bonjour Alain Pachery. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes le directeur du cirque Phénix, on va en parler, avec des spectacles de cirque du monde entier. Un chapiteau unique en son genre à Paris. Et comme ce sont les fêtes de fin d'année, le cirque, ça passionne tout le monde. Mais avant, on va revenir sur votre parcours atypique, car on connaît votre nom, on connaît votre cirque, on ne connaît pas votre parcours. Et il mérite d'être connu à travers des dates, comme on le fait chaque jour sur Sud Radio dans les clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 16 décembre 1990. Alors, si ça vous dit rien, écoutez cette voix. Bonjour à vous tous. Je suis maintenant un de vos familiers. C'est une tradition. Jacques Martin, que vous mettez en scène à l'Opéra Bastille le 16 décembre 1990. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, tout à fait, oui. À l'époque, j'organisais le spectacle du Premier ministre pour les fêtes de fin d'année. Il recevait évidemment tout le personnel et les enfants de Matignon. Et on s'était rencontré avec Jacques Martin par hasard. Je lui avais montré le spectacle que je créais pour le Premier ministre. Mais il dit, mais c'est formidable, ce spectacle. Pourquoi on n'en fait pas une émission de télévision? Voilà, alors, ce spectacle, bon, il y avait des trapézistes, des équilibristes, des patineurs, des ballets. C'était un mélange total. Oui, puis c'était une folie parce que c'était à l'Opéra Bastille et c'était à peine terminé l'Opéra Bastille. Ah bah oui, il y avait encore des plafonds qui tombaient. Et d'ailleurs, quand vous êtes arrivé en décembre 90, l'opéra a été inauguré le 13 juillet 89. Ça n'a commencé que le 17 mars 90. On a essuyé les plâtres. C'était pas simple. Et c'était pas simple de mettre un trapèze volant sur la scène de l'Opéra Bastille. Vous savez, puis en plus, j'ai découvert à l'Opéra Bastille, un trapèze volant, c'est quand même extrêmement pointu à installer. Oui. Et on avait une équipe qui nous aidait à installer le matin. Et l'après-midi, c'était pas la même équipe pour le spectacle. Alors ça a fait beaucoup d'angoisse. Alors les arbres de Noël, ça a commencé très jeune dans des villes de banlieue où vous en avez organisé les arbres de Noël et les 14 juillet à la Pachery. Tout à fait. Vous savez, comme toujours quand on débute une carrière, d'abord je suis tombé dans ce métier par hasard. À 17 ans, j'ai été voir Johnny Hallyday à l'Olympia pour accompagner des amis qui y allaient. J'étais pas particulièrement fan. Et puis ces lumières, ces danseuses sur les cubes, je suis sorti bouleversé de cette représentation. Et quelques semaines plus tard, j'ai vu Liza Minnelli. Donc là, c'était décidé. Je ferais ce métier, n'importe quoi, porter les valises d'un artiste. Je ne savais pas, mais il fallait que je sois dans ce métier absolument. Et vous avez commencé comme agent, je crois, de petits artistes dans des petites banlieues. Exactement, des petits artistes de banlieue. En fait, vous savez, il n'y a pas de réussite sans chance. Et en fait, j'avais des amis qui jouaient, c'était l'époque des yéyés, j'avais des amis qui jouaient de la musique dans notre cave de cité. Et puis un jour, j'aurais dit, je vais vous chercher des contrats. J'ai fait des photos, j'ai pris le bottin, j'ai écrit dans toutes les agences de Paris, et ma lettre est arrivée le jour où il fallait, dans une agence qui était Salle Pleyel. La dame m'a dit, si vous m'organisez une audition pour demain, peut-être qu'après-demain, j'ai un contrat pour vous. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et quand elle est sortie de l'audition, elle m'a dit, votre batteur est mauvais, mais je vous prends quand même. Et de fil en aiguille, on a travaillé ensemble, et un jour, elle m'a proposé d'intégrer son bureau. C'était fabuleux. Alors, ça a démarré très mal pour vous, parce que c'était pas Noël. Votre enfance, elle a été difficile. Un père que vous avez connu à 40 ans, je crois, Alain Pachery. Tout à fait. Et une mère courage qui vous a élevé. Exactement, avec mon frère et ma sœur, puisque ma sœur avait 14 ans de plus que moi et mon frère a 11 ans de plus que moi. Et à eux trois, ils m'ont élevé, ils ont beaucoup travaillé pour que je puisse... Vous savez, j'étais dans une famille modeste et ma vie n'était pas difficile parce qu'il y avait énormément d'amour, de solidarité. Donc j'étais dans une famille modeste, mais comme souvent dans les familles modestes, on est très solidaires. Et puis même si on était une famille modeste, il y avait toujours un plus pauvre à table avec nous. Oui, et puis c'était à Alfortville, près de Paris, à l'époque où les banlieues étaient accessibles. Et vous avez travaillé à l'usine parce qu'il y avait beaucoup d'usines à Alfortville. Il y avait beaucoup d'usines à Alfortville. Et puis, comme je l'ai dit, je suis dans une famille modeste et d'ouvriers. Et donc, en fait, si j'ai fait le choix d'aller travailler à 14 ans, c'est pas que j'ai été obligé par ma mère. C'est que moi, j'avais été élevé par une mère qui était entièrement disponible pour moi. Et subitement, elle a eu envie de faire sa vie. Et j'étais un peu jaloux de cet homme qui arrivait dans la vie de ma mère. Et je lui ai dit, je veux plus dépendre de toi. Je vais aller travailler. C'est pour ça que j'ai travaillé à 14 ans. Et vous avez livré des fleurs aussi. Vous êtes devenu mécanographe, Alain Pachery. Tout à fait. J'ai répondu à une annonce dans le journal. Vous savez, c'était les belles années. On ouvrait le journal, on choisissait où on voulait aller travailler. Il y avait énormément de travail. Et j'ai répondu à une annonce de la Chambre syndicale de l'automobile qui cherchait un jeune homme, même sans formation, pour apprendre la mécanographie. J'ai répondu, j'ai été sélectionné et j'ai fait ce métier pendant 3 ans.
Et le cirque, il y a quand même un ancêtre, grand-père, qui était trapéziste, je Alors crois. ça, c'est une cousine que j'ai retrouvée, qui a vu mon nom dans le bottin, une pâcherie. Elle a vu mon nom, elle a appelé, on s'est vu, et elle m'a expliqué que notre grand-père avait été trapéziste, mais je n'ai connu aucun de mes grands-parents. En tout cas, vous avez bien connu le cirque, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 3 décembre 1998. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Pachery. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Pachery, créateur et directeur du Cirque Phénix, on va en reparler tout à l'heure. Mais vous n'avez pas fait que ça, et le 3 décembre 1998, il y a un reportage sur Antenne 2 sur le Cirque de Moscou. Et vous êtes interviewé, parce que le Cirque de Moscou, qui est de passage à Paris, vous en êtes devenu le producteur. Tout à fait. Alors, le Cirque de Moscou, faut savoir que c'est 3000 artistes dans le monde, 70 chapiteaux, des écoles, et c'est une administration qui échappe aux tentacules de la Russie. Et comment êtes-vous arrivé dans cette aventure, Alain Pachery ? En fait, quand j'ai décidé de monter mon propre cirque, il fallait que je crée des spectacles. Je voulais faire des spectacles différents de ce qui existait déjà. Le Cirque de Moscou était connu, ils sont venus de nombreuses fois en France, ils avaient beaucoup de public, et ils n'étaient plus venus depuis plusieurs années. Donc je suis allé tout simplement à Moscou, rencontrer le Rosgo-Cirque qui gérait tous les cirques de Moscou, et c'est avec eux que j'ai négocié d'avoir l'autorisation d'utiliser cette marque et de créer ces spectacles de cirque russe en France. On ne sait pas ce que c'est que le Cirque de Moscou, tellement c'est important en Russie, Alain Pachery. Ben, c'est colossal, c'est des milliers d'artistes, c'est plusieurs cirques en dur, vous l'avez dit, oui. C'est un choix considérable d'artistes. Ce que je leur reprocherais aujourd'hui, c'est de ne pas avoir suivi l'évolution et d'être resté un peu trop traditionnel. C'est pour ça qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de cirque de Moscou, mais il y en a en préparation qui pourrait se reprendre d'ici quelques années. Alors, il y a le cirque du Mexique dans la foulée que vous avez installé en France, et il y a le cirque de Pékin surtout, Alain Pachery. Tout à fait. Alors, le cirque de Pékin, c'est pareil. J'avais envie de faire un cirque chinois. J'ai écrit à l'ambassade, tout simplement, et 48 heures après, j'ai eu une réponse du conseiller culture qui m'a donné un rendez-vous et qui m'a expliqué qu'il ne pouvait pas me donner un cirque de Pékin parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait la marque en France. Et qui m'a dit, par contre, vous pouvez avoir des numéros pour différents spectacles. Donc, j'ai commencé à travailler avec les artistes chinois comme ça. Et 3 ans plus tard, il m'a dit, écoutez, on n'a plus d'accord avec un producteur français. Donc, si vous voulez, la marque est à vous. Voilà. C'est comme ça. Et alors, là aussi, la Chine, bon, aujourd'hui, on voit des tas de spectacles français de comédie musicale en Chine. Le cirque, c'est une tradition chinoise, Alain Pachery. C'est eux qui ont inventé l'acrobatie il y a 5000 ans. Oui. Il y a 120 écoles et 18 000 artistes en Chine. Et plein partout, chaque fois qu'il y a des spectacles en Chine, c'est le spectacle populaire par excellence. Exactement. Alors, il y a quand même une chose étonnante, le Cirque du Soleil que vous connaissez, un jour a passé une image dans un spectacle sur Michael Jackson avec une image en Chine qui était l'image la plus taboue en Chine, l'homme au tank qui a arrêté les tanks, place Tiananmen. Et pendant 4 secondes, et ça a fait le tour du monde, cette image est passée et a stupéfait les Chinois qui ne l'avaient pas vue. Et non, ils connaissaient pas, ils ont découvert cette image, c'était quelque chose d'absolument incroyable de pouvoir passer cette image en Chine. Et justement, les rapports avec la Chine pour les numéros, c'est pas trop compliqué administrativement ? Sincèrement, non. Franchement, non. Et maintenant, il y a 28 ans que je travaille avec les artistes chinois. Franchement, non, c'est pas difficile. Et le public de ces cirques, est-ce que ce sont des enfants, ce sont des adultes ? Alors, non, c'est un public qui est plutôt mélangé parce qu'il n'y a pas la tradition des animaux en Chine. Il y a quelques cirques qui ont des animaux, mais pas plus que ça, vraiment pas beaucoup. Donc c'est plutôt le public familial et plutôt adulte. Et des artistes qui se renouvellent régulièrement ? Alors ils mélangent les disciplines maintenant, ils créent toujours de nouveaux numéros, les artistes. Vous savez, on mélange plusieurs disciplines pour... Vous savez, allez, honnêtement, il y a quoi ? Il y a 15 disciplines dans le cirque. Donc, à un moment donné, si on veut être créatif, il faut mélanger ces disciplines. Et donc, ça crée des nouveaux numéros. Alors, les numéros, justement, pour vous, le cirque, c'est parti de quelqu'un dont on va entendre la voix. C'est mon gigolo, ce petit capalo. Alors cette voix, c'est celle d'Annie Fratellini, qui a débuté comme chanteuse de music hall. Qui ne voulait absolument pas faire de cirque. Oui. Et qui ensuite s'est lancée dans le cirque. Elle fait partie de la famille des Fratellini, donc c'était une tradition. Mais là, grâce à Pierre Etex, je crois, elle est devenue un clown mémorable. Moi, je les ai rencontrés justement à cette occasion, Pierre Etex et Annie Fratellini, quand ils ont remonté leur numéro de clown. J'avais une série de représentations à leur proposer, et notamment aussi le Premier ministre de l'époque, c'était Pierre Mauroy.
Et j'ai rencontré Annie et Pierre comme ça. Je leur ai proposé cette série qu'ils ont accepté et on a eu vraiment un véritable coup de foudre. C'était en 1981. Alors, elle a débuté, elle disait toujours, Annie Fratellini, qu'elle était née 2 fois. La première fois comme comédienne et la seconde fois en découvrant le cirque CNI en Suisse, je crois. Oui, parce qu'ils avaient été engagés et puis là, elle s'est rendue compte que finalement le cirque, c'était quand même dans ses veines. Et alors ensuite, c'est devenu quelqu'un de très proche pour vous. Alors, je vous l'ai dit, quand on s'est rencontrés au premier regard, on a eu un coup de foudre. Coup de foudre professionnel, amical. Et ça vous a encore plus ancré vers le cirque. Alors oui, parce qu'elle m'a invité à venir voir le spectacle, parce qu'elle avait son numéro de clown, mais elle avait aussi un petit chapiteau qui tournait à Paris, et elle m'a invité à voir son spectacle, et j'ai découvert, c'est elle qui a inventé le cirque moderne, le cirque contemporain, elle avait supprimé le Monsieur Loyal, il y avait plus qu'un seul âne dans son spectacle, il y avait de la poésie, il y avait des violoncelles pour accompagner les numéros, ça m'a bluffé, je suis sorti bouleversé, et à partir de ce moment-là, je me suis dit vraiment, le cirque, je crois que c'est vraiment ma passion et c'est ce que je vais faire. Oui, mais en même temps, personne ne l'a prise au sérieux à tel point qu'elle a dû jouer, je crois, sous des ponts à Paris. Elle demandait un espace pour pouvoir planter son chapiteau et créer l'école, parce que c'est quand même elle qui a créé la première école de cirque en Europe de l'Ouest. Et donc, on lui donnait pas de place et elle a vu qu'il y avait un terrain vide sous le périphérique à la porte de la Villette. Oui. Et bien, un jour, elle a forcé la porte, elle a installé son chapiteau sous le périphérique et personne n'a osé dire à Annie de partir. Et donc, elle est restée là-bas. Et elle est restée là. Et cette école, ça a été vraiment un événement aussi, une école de cirque. Elle a créé cette école pour permettre aux gens qui n'étaient pas issus des familles de cirque à apprendre le métier du cirque. Oui, parce que finalement, il y avait les grandes familles jusque-là, les Avatas, les Grus, les Fratellini. Les Bouglione et d'autres. Et les amateurs qui n'étaient pas de ces grandes familles ne pouvaient pas faire de cirque. Mais non, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'école pour leur apprendre. Alors, il y a eu aussi d'autres écoles dans la foulée. Je crois qu'il y a eu à Châlons, en Champagne, le Centre national des arts du cirque, créé par Jacques Lang. Là aussi, ça a été un événement. Bon, ça a été un grand événement. Puis ça, à la fois, l'école Fratellini est devenue une académie et le CNAC, et nous délivrons les 2 des diplômes de Bac+3 maintenant. Moi, je me souviens être allé à Châlons, en Champagne, au début, un garçon qui s'appelait Bernard qui dirigeait tout ça, et il y avait des jeunes passionnés qui inventaient sans cesse des numéros. Mais oui, parce que c'était une grande découverte. Et puis on se rendait compte que des gens issus de la société civile étaient aussi des artistes, et que sans ces écoles, on n'aurait pas actuellement. C'est parce que quand même le cirque contemporain français rayonne dans le monde. Oui, beaucoup plus qu'on l'imagine. Beaucoup plus qu'on l'imagine, bien sûr. Et cette école, je crois qu'elle est à Rosny-sous-Bois aujourd'hui. Non, c'est une école préparatoire pour le CNAC qui est à Rosny-sous-Bois. Voilà, comme ça on se prépare encore plus au cirque. Exactement. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous avez créé à l'Impacherie un événement qui est devenu très important, c'est le Festival mondial du cirque de demain. Alors, ça, c'est une aventure. Pas vraiment créé, puisque c'est la 41e édition qu'on va faire en janvier et février prochain. Moi, j'en suis le président depuis 2002. Le précédent président qui l'avait créé avait décidé d'arrêter il trouvait qu'il avait passé l'âge de continuer à s'occuper du festival. Donc il a fait appel à moi, il pensait que j'étais capable de reprendre les rênes derrière lui. Et évidemment, ça a été pour moi une émotion, parce que j'étais spectateur de ce festival tous les ans et je trouvais ça absolument extraordinaire. Donc ça a été pour moi un grand moment quand il m'a proposé de prendre la relève. Qu'est-ce que c'est ce festival du cirque de demain à l'Impacherie ? C'est le plus grand festival de cirque du monde. Il est réservé aux jeunes artistes de moins de 25 ans qui ne sont jamais passés dans un autre festival. Le monde entier vient à Paris découvrir les nouveaux talents. Cette année, nous avons plus de 100 artistes, 17 pays en compétition. C'est considéré comme les Jeux olympiques du cirque, et c'est pas qu'une compétition, c'est un spectacle extraordinaire pour le public. D'ailleurs, dès qu'on met en vente, ça fonctionne très très bien. Et on les trouve où, ces artistes, et comment ? Alors, ils doivent candidater. C'est pas un spectacle, donc c'est pas moi qui fais un casting. Ils doivent candidater. Cette année, la sélection est faite. Maintenant, on a reçu 327 candidatures et on ne retient que 24 numéros. Donc c'est pour vous dire quel est le niveau exceptionnel de ce festival. Et moi, je me souviens du gala du Festival du cirque de Monte-Carlo, où je suis allé plusieurs fois, qui était né parce que le prince Régnier adorait le cirque. C'est comme ça que c'est né, exactement. Voilà. Et son meilleur ami, Guy Descartes, venait à chaque fois. Exactement. Guy Descartes, passionné, romancier passionné, qui avait écrit un livre, je crois, Le Château du Clown, sur l'histoire de Groc, le plus grand clown du monde. Exactement.
Et ça, ce sont des gens, ce sont des passionnés. Il doit y avoir des passionnés dans le public comme sur scène. Vous savez, le cirque, c'est un métier de passion, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile pour les artistes, extrêmement difficile pour ceux qui le créent. C'est un métier de passion. Si vous n'avez pas la passion de ce métier, vous ne pouvez pas réussir. Et l'évolution du cirque aujourd'hui, le cirque moderne, est-ce qu'on peut, la technologie peut y aider? Qu'est-ce qui fait que ce cirque est différent? Alors, vous savez, oui, la technologie peut apporter quelque chose, mais on ne remplacera jamais l'humain par la technologie. Le cirque, c'est d'abord de l'humain. Avant tout, c'est de la performance et de l'humain. Vous pouvez mettre tous les... Alors, c'est important d'avoir de beaux éclairages, c'est important d'avoir un orchestre, d'avoir une belle musique pour accompagner, mais c'est l'artiste qui fait le boulot, hein. Le reste, c'est de l'habillage. Oui, mais il faut aussi des nouveaux numéros, il faut des nouvelles idées. Oui. C'est pour ça qu'on mélange maintenant, on fait des chorégraphies. Le cirque, ça s'écrit maintenant. C'est plus simplement une succession de numéros. C'est des histoires qu'on raconte. Puis le cirque a évolué. Il y a une époque où il y a eu le gala de l'Union des artistes, où le tout Paris venait sur scène. Moi, je me souviens d'une image de Marlène Dietrich en Madame Loyal. Je me souviens d'Isabelle Aubray qui est tombée du trapèze et qui a eu une jambe cassée parce qu'elle préparait un numéro. Ça ne se fait plus, ce genre de choses. Hélas, mais vous savez, la vie a changé aussi par rapport à ces périodes-là, et les artistes n'ont plus le temps, parce que pour faire le gala de l'Union, il faut consacrer 6 mois de sa vie à répéter. Hein. Si vous n'avez pas 6 mois, c'est pas la peine, vous pourrez rien faire d'intéressant, vous allez faire que de la figuration. Donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt si on n'a pas le temps de répéter. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait tout ça, vous avez en octobre 99, Alain Pachery, concrétisé votre rêve, un chapiteau. Ça n'a pas duré longtemps, hélas. Alors, vous savez, c'est vrai que j'ai eu l'idée de faire mon premier chapiteau en 99. On me l'a livré au mois d'octobre. J'avais pas pensé à faire autre chose qu'un chapiteau de tradition. Et évidemment, la tempête de 99 l'a mis par terre. Il avait 2 mois. J'avais pas mal de dettes derrière moi. J'étais un peu inquiet quand j'ai vu mon chapiteau tomber, mais l'assureur est arrivé très vite. Assureur que j'avais rencontré 1 mois avant qu'on me livre le chapiteau et qui m'avait fait cocher les bonnes croix au bon endroit. Donc ça tient à peu de choses. Hein. C'était le 26 décembre 99, et moi je me souviens même, le moulin de la Galette, le dernier moulin de Montmartre, a failli s'effondrer. Exactement. Les bois étaient, mais c'était un désastre, tous les arbres par terre, et votre chapiteau était par terre. Mon chapiteau était par terre, c'est le dernier qui est tombé. Je suis arrivé sur la pelouse d'Oreiller parce que mon équipe m'a appelé, Alain, faut vite venir, le chapiteau va tomber. Il était 6h du matin, moi j'étais parti à minuit du chapiteau, il n'y avait pas de vent. Sur le périphérique, je voyais mes affiches voler. Et j'arrive sur la pelouse d'Oreiller, je vois mon chapiteau qui bouge. Les 2 autres chapiteaux qui étaient là, mes confrères, étaient déjà par terre. Les smyrmores qui étaient renversés. Et le chapiteau s'est écroulé au moment où je suis arrivé dans un fracas épouvantable. Alors c'est des moments d'angoisse. En même temps, je suis plutôt quelqu'un de toujours positif. Dès que mon assureur est arrivé, la première question, avant même de lui dire bonjour, je lui dis « je suis comment ?» Il m'a dit « très bien bon. ». Ouf, et c'est pour ça que j'ai dit je vais l'appeler Phénix le prochain, puisqu'il va renaître de ses cendres. Et justement, ce chapiteau, on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 23 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Pachery. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Pachery, 23 novembre 2019. Première de Nomade, donc au Cirque Phénix, sur la pelouse de Reuilly à Paris, un spectacle que vous avez créé et mis en scène. Tout à fait. Et là, ce sont, cette année, parce qu'à chaque fois il y a une troupe différente, ce sont les étoiles de Mongolie. On ne savait pas que les Mongolies, les gens de la Mongolie, les Mongoliens finalement, venaient à Paris faire un spectacle de cirque. On n'imaginait pas. Non, mais même moi, il y a 3 ans, je n'imaginais pas. Parce que c'est un petit pays, c'est 3 millions d'habitants, 1,5 million dans la capitale et 1,5 million dans une superficie 2,5 fois comme la France. Oui. Donc c'est vraiment un peuple nomade qui se déplace à chameau et à cheval. Oui, il y a 50 millions de têtes de bétail là-bas. Oui, exactement. Alors comment vous avez trouvé ce spectacle et pourquoi vous l'avez fait venir à Paris, Alain Pachery ? Alors en fait, au 40e Festival mondial du siècle de demain, on fait revenir des anciennes médailles d'or. Et on a la médaille d'or du 5e festival qui faisait un numéro de tir à l'arc avec les pieds, qui a su qu'on faisait revenir des médailles d'or et qui a postulé pour revenir en invité. Et elle m'a envoyé la vidéo. Évidemment, on fait le compte, 5e festival, on est au 41e, elle a plus 20 ans. Et elle fait toujours un numéro extraordinaire.
Et son fils, qui dirige maintenant l'école de Mongolie, a demandé un rendez-vous et m'a convaincu qu'il y avait de quoi faire un très beau spectacle en me montrant quelques vidéos. Moi, je lui ai demandé si on pouvait aussi avoir le ballet national de Mongolie pour... Vous savez, dans mes spectacles, je mélange toujours un peu de danse, de musique, de chant, et puis évidemment beaucoup de cirque. Et avec lui, on a créé ce spectacle. Et on a choisi les numéros. J'ai fait le casting. Je suis allé là-bas. J'ai fait le casting. Et puis on a raconté l'histoire un peu de ce peuple nomade, puisque au début du spectacle, on monte une yourte à vue. Oui, la yourte, c'est là où ils vivent. C'est une sorte de maison démontable et transportable qui retient la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été. Oui, parce qu'il y a 2 couches. Il m'a expliqué. Il y a une couche de feutre qui retient la chaleur et la fraîcheur, et il y a une couche évidemment de plastique au-dessus, de bâche, parce que faut que ce soit étanche, et le feutre, ça ne l'est pas. Et donc, il y a des artistes qui font des numéros incroyables là-bas, mais ils se produisent où? Sous des chapiteaux, dans des... Alors, ils se produisent à la capitale, puisqu'il y a un circondu à Ulaanbaatar, et puis ils font aussi quelques petits spectacles à l'étranger. Ils sont beaucoup en Turquie, je sais qu'ils avaient fait une tournée en Turquie, mais ils n'étaient jamais venus en Europe. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a un cirque complet d'artistes de Mongolie. Oui, car il y a, je crois, 50 artistes et 300 costumes. Exactement. Alors, comment on fait pour leur faire découvrir l'Europe? D'abord, quelle langue parlent-ils? Alors, la chance que j'ai dans cette troupe, c'est que le directeur de la troupe, celui qui dirige l'école maintenant, a fait 3 ans au CNAC. Il y a quelques années. Donc, il parle français couramment. Voilà. Sinon, beaucoup d'artistes parlent anglais aussi maintenant. Et la Mongolie, on ne sait même pas où c'est? C'est entre la Chine et la Russie. Voilà. Donc il y a une influence, mais ça a quand même sa propre identité. Il y a un peu une influence des deux, mais ils ont réussi à créer... C'est ni la Russie ni la Chine, c'est vraiment leur propre identité. Et pareil dans les numéros. Oui, et ce cirque est récent en plus. C'est pas un cirque qui remonte au XIIe siècle comme d'autres. Non, c'est vrai, c'est pas... Mais quand même, il y avait déjà des artistes au XIIe et XIIIe siècle, il y avait déjà des artistes mongols. Mais c'est vrai que c'est l'influence russe, puisque c'était l'URSS avant. Alors c'est un pays quand même en pleine évolution. Dans la capitale, il y a des boutiques de luxe, il y a des McDonald's, les jeunes sont connectés, il y a des discothèques où on entend des tubes anglais. Exactement, mais par contre, quand vous devez vous déplacer, il n'y a pas de TGV, et il n'y a que 21 villes en Mongolie. Voilà. Alors il y a aussi des musiques traditionnelles, j'en ai retrouvé une. Sur YouTube, il y a Uvidas, qui est une musique traditionnelle de Mongolie. Ça ressemble un peu aux musiques chinoises, d'ailleurs. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que ça ne ressemble pas du tout à la Chine. Ils ont des voix particulières, les instruments sont anciens, parce qu'on a des chanteurs et des instruments anciens dans le spectacle. Et moi qui travaille beaucoup avec les Chinois, j'ai pas trouvé tellement que ça ressemblait. J'avais un peu peur, puisque j'ai fait le cirque de Pékin l'année dernière. Au début, j'avais un peu peur que ce soit ressemblant, et pas du tout. Ça a vraiment sa propre identité. Alors, il y a des numéros de cordes, d'équilibre, des numéros collectifs, c'est très important, et même un numéro de clown. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont réussi à monter un numéro burlesque en faisant de l'acrobatie. Et ça fait beaucoup, beaucoup de succès. Alors, au départ, ce qui est très important, il faut le savoir, Alain Pachery, et vous l'avez dit tout à l'heure, vos numéros, votre spectacle est écrit comme un conte. Oui, on raconte une petite histoire. Là, on raconte la vie de nomade. Oui, parce qu'ils partent de la yourte pour aller dans les campements. Voilà, ils démontent, ils remontent la yourte, on voit comment ça se monte, comment ça se démonte. Et puis, ça sert aussi, évidemment, dans le spectacle de sortie d'artistes, etc., dans la mise en scène, dans la création, pour qu'il y ait du rythme, on utilise aussi la yourte. Il y a encore beaucoup de pays à découvrir comme ça, comme la Mongolie, qui font du cirque, Alain Pachery. Oui, puisque j'ai découvert l'Afrique aussi. Il y a quelques années, on a fait le Cirque Africa qui a été un énorme succès. Il y a encore des pays à découvrir. Je cherche. J'aimerais beaucoup faire quelque chose avec l'Inde, mais il y a moins de cirque encore en Inde. C'est très traditionnel. C'est pas encore assez modernisé pour pouvoir en faire un spectacle. Mais j'y réfléchis sur les quelques années qui viennent. Alors, curieusement, ce Cirque Africa que vous avez lancé et qui a eu beaucoup de succès, parce que la France entière a découvert le cirque, vous l'avez découvert à Brooklyn, dans un spectacle où vous étiez le seul blanc. Exactement, j'étais le seul blanc dans ce spectacle, mais j'étais franchement bien, j'étais super heureux d'être au milieu du public, et j'ai découvert que les Africains étaient d'une souplesse incroyable, qu'ils étaient des acrobates extraordinaires, et je me suis dit, mais pourquoi pas créer un spectacle Cirque Africa qui viendrait en France? J'ai mis 10 ans, parce qu'il fallait trouver le bon moment, trouver les bons artistes,
c'est un ascenseur social aussi en Afrique, parce que moi, les premiers artistes que j'ai fait venir, quand je suis retourné pour faire le 2e Cirque Africa, ils m'ont expliqué qu'avec l'argent qu'ils avaient gagné en France, ils avaient acheté une maison. Donc c'est un ascenseur social, le cirque. Et j'ai gardé d'excellents contacts avec eux, on est toujours très en contact, et évidemment, il y aura un Cirque Africa version 4 qui va arriver dans quelques temps. Le vrai problème, c'était les visas, je crois. Là, alors au début, c'est compliqué, parce qu'il y a pas mal de pays d'Afrique qui parlent français, et les consulats ont toujours peur que tout le monde ne reparte pas. Oui. Donc, ça peut arriver, même en Russie, regardez Nureyev. Oui. Ça peut arriver, hein, oui, en effet, même en Russie. Donc c'est difficile à obtenir. J'ai parfois des visas qui arrivent après le départ de l'avion. Oui. Donc ça nous est arrivé dans le Cirque Africa 3. Le visa est arrivé 2 jours après le départ de l'avion. Donc bon, mais on s'organise, vous savez. Le cirque, quand on veut dire quelque chose qui est un peu le bazar, on dit c'est le cirque. Mais le cirque, c'est quelque chose de formidablement bien organisé, au contraire. Alors, il y a une polémique en ce moment sur les animaux. Faut-il interdire les animaux au cirque? Vous avez commencé, je crois, Alain Pachery, en 2002, quand vous avez vu un ourson malheureux sur la piste. Oui, j'avais engagé un numéro russe d'un ourson cosaque que j'avais, je le reconnais, j'avais fait le casting et j'avais trouvé ce numéro formidable. L'ourson passait sous le ventre du cheval qui était au galop. Et puis, dans mon spectacle, je suis à toutes mes représentations et je regarde toutes mes représentations. Et au fur et à mesure que je voyais les séances, je voyais cet ourson qui avait peur. Et ça m'a bouleversé. Et à la fin de la saison, j'ai dit à mon équipe, c'est la dernière fois, je ne ferai plus d'animaux vivants dans mes spectacles. Et aujourd'hui, cette polémique, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense que j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, que chacun fait dans son établissement ce qu'il pense être bien pour son établissement, pour lui, pour le public qui vient chez lui. Moi, je n'ai aucun regret d'avoir arrêté les animaux en 2002. Ça a été commercialement difficile parce que en France, c'était la tradition. J'ai perdu 30%, j'ai hypothéqué ma maison, je me suis redressé, j'ai créé un public et maintenant, vous savez, là, je dois être à plus de 375 000 places vendues pour cette saison. Donc, je ne vais pas me plaindre. Alors, l'avenir, vous prévoyez pour 2020 un spectacle uniquement avec des femmes, Alain Pachery? Oui, j'avais envie depuis un moment, parce que vous savez, il y a voilà, pourquoi c'est venu? Parce que j'aime bien les défis. Et j'aime bien créer des choses qui n'existent pas. Sinon, quel intérêt de faire un cirque du soleil à la française? Ça existe déjà et il y a déjà des spectateurs à travers le monde extraordinaires sur des spectacles formidables. Donc j'aime bien créer des choses nouvelles. Et comme il n'y a pas beaucoup de femmes dans notre métier, c'est surtout un métier d'homme, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer justement de montrer qu'on peut aussi faire un spectacle entièrement féminin? J'ai déjà plus des 3/4 du casting. J'ai un orchestre de 12 femmes. J'ai des numéros chinois. J'ai déjà engagé des Africaines, des Mongoles, des Françaises, des Russes. Ça, c'est vraiment la femme dans le cirque à travers le monde. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, la femme dans le cirque et même la femme chef d'orchestre, ça a été très rare. Songez qu'en Angleterre, il y a 80 ans, c'était interdit et des musiciennes devaient créer leur propre orchestre pour pouvoir les diriger. Non, mais ça a changé. Ça a changé. Heureusement. Voilà. Heureusement. Alors, finalement, l'avenir, c'est très important. Puis une autre chose, il faut quand même en parler, c'est votre cœur, car il y a l'association des Petits Princes, l'association Culture du Cœur. Ce sont des choses importantes pour vous, Alain Pachery. Pour moi, c'est capital. Vous savez, comme je vous dis, j'ai 375 000 spectateurs qui vont venir voir mon spectacle. Alors, Culture du Cœur, on l'a créé parce que beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'aller au spectacle. Moi-même, j'y suis allé tardivement puisque j'étais dans une famille modeste. Et je me suis dit, parfois, il y a des places libres. Toutes les séances ne sont pas pleines. Pourquoi garder ces sièges vides? Donc, je suis allé à la NPE et j'ai proposé d'offrir des places. C'est comme ça que Culture du Cœur est né. Parce que le directeur de la NPE à l'époque m'a dit, mais quelle bonne idée, pourquoi on n'en fait pas une association? Eh ben voilà. Alors, ce spectacle, c'est le plus grand cirque du monde qui fête ses 20 ans, je le précise. C'est les Étoiles de Mongolie à Paris jusqu'au 19 janvier. Le cirque Phénix, 6000 places. Il y a de la place. Il y a de la place. Et continuez comme ça, Alain Pachery, à vivre votre passion. Et une tournée en France après Paris. Eh ben, c'est génial. On en parlera sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci à vous.